Voilà, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire CCI Alsace Eurométropole. Je suis Karim Jaffour, conseiller d'entreprise à la CCI dans un pôle mutation digitale. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Jérémy Boucher, qui est le dirigeant de l'agence Blackbird, qui va se présenter plus en détail. Et aujourd'hui, on est là pour vous parler d'e-commerce. Donc, comment lancer son site e-commerce. On va voir plutôt un aspect méthodologique, hein, les démarches, les différentes étapes pour lancer son site. Alors, lancer ou également relancer, on pense que ces conseils hein, de Jérémy avec son expérience vous servira aussi pour rebooster ou une activité en ligne voilà, qui a besoin d'améliorer sa conversion, sa visibilité, son référencement. On va parler de toutes ces notions-là. Je rappelle juste quelques règles pratiques. Je vous demanderai de couper vos micros. Vous pouvez poser des questions dans le chat au fur et à mesure de la présentation. N'hésitez pas, on les prendra. Je rappelle que la session est enregistrée et sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Et vous serez informé on vous enverra le lien à l'issue du webinaire. Voilà, je reprendrai la parole en fin de webinaire pour vous donner d'autres informations sur les actions de la CCI et les dispositifs d'aide, hein, parce qu'il y a des dispositifs d'aide notamment pour la création, la refonte de sites web, mais de manière plus générale sur le lancement, le financement de projets numériques. Voilà, je vais laisser la parole à Jérémy. Eh bien, bonjour à tout le monde. Merci Karim. Je m'appelle Jérémy Boucher. Je suis effectivement le directeur général de l'agence Blackbird, qui est née en 2015, il y a 8 ans, et qui est spécialisée en e-commerce sur une technologie principalement qui s'appelle Magento. On s'ouvre à d'autres technologies hein, du e-commerce, comme Silius par exemple. Moi, j'ai une expérience avant Blackbird de développeur web et notamment sur Magento et plus généralement en e-commerce. Et effectivement, le sujet aujourd'hui que Karim m'a proposé est tout à fait, je pense, pertinent parce que le public de clients que l'on a, d'abord, est évidemment 100% orienté e-commerce. Hein, 100% de nos clients sont des e-commerçants. Et donc, rencontre tous les jours les problématiques que, selon moi, vous posez pour lancer une activité sur Internet. J'ai eu l'occasion, alors si vous allez regarder les références de Blackbird, vous pourrez voir qu'il y a une clientèle de tout type, surtout des entreprises plus établies qui ont déjà une activité e-commerce assez importante. On a aussi des clients qui sont des TPE notamment, qui sont des entreprises qui existent depuis longtemps ou qui viennent de se créer. Et on a eu et on collabore régulièrement avec du coup des interlocuteurs qui voilà, se posent des questions de finalement par où démarrer, quelles sont les étapes indispensables pour mener à bien un projet de e-commerce quand on est une très petite entreprise et que on n'a pas forcément encore de culture web très forte, d'expérience web particulière, ou qu'on en a une et que, comme Karim le disait, on souffre peut-être de certains problèmes et qu'on a envie là de rebooster un petit peu, d'aller vers quelque chose de plus efficace. Je vais balayer un certain nombre de thématiques qui, pour moi, me semblaient être indispensables. Elles vont surtout vous mettre sur la voie d'une réflexion globale sur des sujets ensuite qui vont devoir être de votre côté réfléchis, posés. Et donc, je vais tenter d'apporter d'abord des questions précises plus que uniquement des réponses. Pourquoi? Parce que ces réponses-là, elles seront spécifiques à votre entreprise, à votre produit, à votre organisation interne. Et donc, celles-là doivent être répondues spécifiquement pour vous.
Enfin, Karim l'a dit aussi, vous avez accès à un chat pour poser des questions. N'hésitez absolument pas, notamment à le faire pendant que l'on discute et que je vous présente un certain nombre de choses. Ça peut être très intéressant de le faire de manière interactive pour qu'on puisse, au moment où on aborde telle ou telle problématique, voilà, répondre là à vos questions. Bien, ben on va pouvoir commencer. En premier lieu, c'est une question qu'il faut poser, que je vous invite à vous poser. C'est est-ce que l'activité que vous avez, que vous prévoyez d'avoir, est-ce qu'elle se prête au e-commerce? Il faut se poser cette question. Elle n'est pas très compliquée à obtenir des réponses, mais pour moi, c'est indispensable parce qu'il peut y avoir certaines activités qui ne se prêteront pas à la commercialisation en digital. Comment y répondre? C'est facile. Est-ce que déjà vous vendez un objet ou un service, d'une part, mais qui est duplicable? Le principe du e-commerce, c'est que vous puissiez distribuer un produit ou un service qui est dans une forme automatique et où vous devrez en avance prévoir toutes les formes que peuvent prendre ce produit ou ce service. Et donc, on doit exclure certaines choses qui vont nécessiter une très forte personnalisation à votre client, une très forte adaptation à votre client. On va pouvoir peut-être le développer plus tard si vous avez des questions à ce sujet. Et l'autre aspect qui concerne votre produit ou votre service, c'est qu'il possède un ou plusieurs prix qui vont là, s'il y en a plusieurs, différer en fonction d'options qui, elles, sont définissables et dénombrables. Ça, c'est le pendant un petit peu du point précédent, c'est que en e-commerce, vous avez une démarche de transaction commerciale et vous devez anticiper le fait qu'à la fin de cette transaction, il y ait eu accord sur un prix, sur, on le verra plus tard, des moyens de paiement et d'autres aspects, mais que vous puissiez faire cette transaction-là. Et pour la faire, il faut, en l'occurrence, le point le plus important, un prix. Ce prix doit être du coup définissable et que vous puissiez le définir par rapport à la personne que vous avez en face et les besoins qu'elle a en termes d'options. Sur l'aspect organisation de votre côté, ça peut paraître un petit peu simple de premier abord, mais je vous invite quand même à vous poser la question si votre organisation en interne, telle que vous l'avez conçue dans votre entreprise, vous permet de gérer, de prendre en main et d'honorer une commande qui a été passée à distance. Cette commande, en fait, parce qu'elle est passée à distance, elle va vous présenter un certain nombre d'informations que vous aurez préparées vous en fabriquant votre boutique, mais qui s'arrêteront à ces informations-là. Et toute autre information dont vous aurez besoin, on peut se dire, voilà, je pense à un chantier dans un jardin. Si vous n'avez pas pensé à un moment à poser la question à votre client, comment est-ce qu'on accède à son terrain, vous n'aurez pas cette information au moment où la commande est passée et c'est quelque chose où dans votre process, il va falloir l'ajouter. Donc, vous allez ajouter des freins à votre gestion de commande et donc sans doute limiter aussi votre efficacité. Sur un autre aspect, c'est sur les moyens de paiement. C'est pour moi celui qui est le plus central et c'est pour ça que je l'ai mis là dans votre organisation, c'est que vous avez les capacités d'encaisser par des moyens numériques, on parle de CB, de virement ou autres, mais qui sont des moyens numériques et que notamment votre activité ne soit pas liée à un encaissement en cash où là vous allez vous imposer des particularités spécifiques qui voilà, vont vous éloigner peut-être d'une faisabilité en termes de e-commerce facile. Je sais qu'il y a des solutions et on peut toujours en discuter, mais ce ne sera pas là l'objet de notre webinaire aujourd'hui. Voilà.
Ces questions, cette question, elle est limitée, mais il faut, je pense, se la poser en premier lieu. Je peux ajouter une remarque ou une question? Parce que quand tu parles d'organisation, moi, ça me fait penser aussi au stock, à la gestion des stocks. Je ne sais pas si tu en reparles plus tard, mais voilà, on va rapidement aussi éventuellement avoir une complexité de gestion des stocks physiques et en ligne. Et donc, il faut penser aussi à cette synchronisation des stocks quand on va rentrer sur du volume, hein. Voilà. Oui, alors, bon, j'ai essayé d'être agnostique de vendeur de produits ou de services, mais tu as tout à fait raison. Et ensuite, quand on a des produits physiques, des spécificités. Si on a un produit qui prend par exemple très peu de place, on a une souris par exemple devant nous, on peut en stocker quelques milliers dans une pièce standard. A contrario, on vend des tables, du mobilier par exemple, ça va être effectivement plus compliqué là de gérer du stock lié à l'activité attendue. Ce sont des problématiques bien sûr qu'il faut anticiper, que je ne voulais pas forcément aborder maintenant parce que dans les deux cas, dans les trois cas, donc stock de petits objets, stock de gros objets ou services, finalement, dans tous les cas, on peut vendre ces produits en e-commerce. Je voulais simplement ouvrir la réflexion parce que il peut avoir des produits ou des services qui ne se prêtent pas de manière optimale à la distribution sur Internet et où voilà, on peut des fois voir le e-commerce comme quelque chose qui peut être un outil facile pour promouvoir son produit et son service et en fait qui ne sera pas forcément le plus approprié, notamment parce qu'on va avoir un certain nombre de difficultés fonctionnelles, techniques pour le faire. Alors, je rentre maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet. Comment est-ce que vous, en tant que TPE, par quoi vous allez débuter dans le lancement de votre boutique sur Internet? C'est quelque chose qui, je le sais, fait des fois grincer des dents, qui peut faire peur. Et pourtant, c'est une étape nécessaire, indispensable, c'est l'écriture d'un cahier des charges. Ce cahier des charges, je vous ai listé les éléments qui doivent être présents dans ce cahier des charges. Alors, le cahier des charges, c'est un exercice d'abord important pour vous, parce qu'il vous permet à un moment de poser sur le papier vos besoins, vos objectifs, votre stratégie, qui va finalement vous pousser à réfléchir à un certain nombre de sujets pour cadrer votre projet e-commerce et vous assurer que vous ayez abordé toutes les problématiques de votre projet. Ensuite, la deuxième raison, le deuxième objectif, et non des moindres, c'est de pouvoir transmettre ce projet à quelqu'un d'autre que vous, parce que vous pouvez être persuadé et avoir réfléchi énormément, persuadé que votre projet est abouti, est au point. La manière dont vous allez exprimer ce projet va influencer énormément la manière dont il sera réalisé. Parce que, a priori, si on est là aujourd'hui ensemble, c'est parce que vous n'allez pas mettre en place vous-même votre boutique. Donc, vous allez devoir être accompagné par quelqu'un. Il va falloir, à un moment, poser sur papier pour pouvoir transmettre votre besoin, votre stratégie à cette personne. La forme d'un cahier des charges, elle importe peu, et ça, je le dis aussi pour vous rassurer, en termes de qualité rédactionnelle, en termes de quantité de mots, c'est pas forcément ça qui va importer. Ce qui importe, c'est que les sujets abordés dans votre cahier des charges soient présents et qu'ils soient décrits
avec vos mots, le plus complet possible. Ça passe d'abord par la description de votre entreprise et de votre projet, une manière générale de décrire ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que vous vendez. Vous allez, comme ça, apprendre à la personne qui va lire le cahier des charges, et peut-être même à vous de vous le rappeler ou pendant la création de votre projet, qui vous êtes, est-ce que vous vendez et pourquoi est-ce que vous voulez le vendre sur Internet. La cible, ensuite, elle est très importante à définir parce que vous avez sans doute entendu parler de notions comme les personas. C'est une technique pour décrire les gens que vous allez, à qui vous allez proposer et vendre vos produits ou services. En fait, cette cible, elle doit être définie. Je vous invite à d'abord le faire avec vos propres mots également. Et c'est un partenaire éventuel qui vous aidera ensuite à affiner ça. Mais ça peut être voilà, les propriétaires de pavillons dans la seconde couronne de Strasbourg et qui viennent d'aménager là dans l'année. Voilà ma cible là et qui est plutôt intéressé pour, par exemple, qui a un jardin qui fait au moins telle taille. Voilà, si je pense là de nouveau à notre paysagiste par exemple, votre cible, en fait, elle devra être définie de manière précise. Ensuite, vous pourrez avoir un certain nombre de cibles, ces cibles-là, donc toutes définies, mais identifiées. Parce que ces cibles-là, ensuite, ce seront à celles-là que vous allez vous adresser à travers les fonctionnalités que vous allez proposer sur votre boutique et les outils, notamment de e-marketing, que vous allez utiliser. Votre cahier des charges, il devra également lister, présenter les différents outils de communication que vous avez déjà, un site internet, les comptes de réseaux sociaux, un catalogue éventuellement en papier, la présence que vous avez sur des salons, etc. Les objectifs que vous avez via ce qu'on appelle les indicateurs clés de performance, KPI en anglais. Pour moi, c'est presque finalement le cœur de votre cahier des charges. Pourquoi est-ce que vous développez votre boutique sur Internet et qu'est-ce qui va déterminer que votre projet est un succès? Pour le déterminer, il va falloir que vous définissiez vos indicateurs et le niveau atteint par cet indicateur qui déterminera si vous êtes en dessous ou au-delà de votre objectif. Ces indicateurs, notamment parce que c'est du commerce, sont des indicateurs classiques du commerce, le chiffre d'affaires, le panier moyen, il peut en avoir d'autres. Moi, j'ai listé par exemple une notoriété ou un positionnement parce que vous avez peut-être une concurrence et vous voulez dépasser votre concurrence en termes de projets vendus ou en termes de nombre de clients. Il n'empêche que ces objectifs, ces indicateurs doivent faire partie de votre cahier des charges parce qu'ils doivent être partagés avec les différentes personnes qui travailleront sur votre projet. Évidemment, il va falloir aussi associer un budget et je rencontre souvent des porteurs de projets qui, dans une première approche, ne veulent pas forcément poser un budget, parler d'un budget disponible pour un projet comme celui-là. J'insiste sur la notion de budget disponible. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas le faire? C'est que on peut avoir peur que le prestataire, le partenaire à qui on va indiquer un budget, va finalement utiliser entièrement ce budget et puis donner l'impression qu'on n'aura plus aucune marge de manœuvre, et en l'occurrence qu'on ne peut pas potentiellement faire des économies. En fait, le problème doit être pris à l'envers. Vous avez, dans l'autre sens plutôt, c'est que vous avez un projet et comme tout projet, en tant qu'entrepreneur, vous savez normalement le budgéter parce que vous le mettez au regard de votre objectif.
si on revient sur un objectif de chiffre d'affaires, vous savez pour réaliser un chiffre d'affaires donné, quel est le budget à mettre en œuvre. Et ce budget-là, en fait, peut s'avérer être une limite réelle de la part de que votre partenaire, votre prestataire pourra avoir et qui va potentiellement limiter les fonctionnalités, les actions que vous pourrez mettre en place pour obtenir vos objectifs, pour atteindre vos objectifs. Donc, finalement, c'est quelque chose que le partenaire doit connaître simplement pour vous donner une information sur la pertinence du budget que vous aurez alloué. Je peux citer peut-être un prospect qui nous a contacté il y a peu de temps, concurrent d'un client à portée européenne. Cette société plus petite, à portée nationale, nous a appelé en constatant qu'on était donc le prestataire de cette société à portée européenne et voulait commencer à concurrencer, à le concurrencer. Le budget est apparu très vite dans notre discussion et il s'avérait qu'il était, alors là on peut citer des chiffres, il était de quelques milliers d'euros quand cette société voulait concurrencer une entreprise à portée européenne qui investissait tous les ans quelques centaines de milliers d'euros. Eh bien, cette information, cet échange a permis d'ores et déjà de constater que la concurrence ne se fera peut-être pas aussi vite ou pas sur les mêmes fonctionnalités et qu'en l'occurrence, les attentes qu'il y avait derrière une volonté de se mettre sur une boutique e-commerce ne sera pas forcément possible avec le budget alloué aujourd'hui et que une réflexion d'allocation, d'investissement peut et doit être fait par cette société. Ça permet aussi à votre partenaire, à votre prestataire de vous indiquer ce que vous pourrez faire avec un budget donné. Donc, je veux peut-être un petit peu rassurer les personnes qui nous écoutent pour vous inviter à ne pas rendre ce sujet tabou parce que vous aurez en face de vous des interlocuteurs qui ils sont très très rares, ces personnes qui finalement vont travailler au budget en se disant bon, on me laisse telle fenêtre, tel budget, et puis je vais lui faire ce que je peux là-dedans. Ce sont des personnes qui ne travaillent pas forcément très bien et qui sont plutôt rares sur le marché. Les agences, notamment à Strasbourg, sont des bonnes agences et qui vous accompagneront aussi dans le choix d'un budget. Voilà. Et enfin, le planning prévisionnel, il est important celui-là aussi parce que vous avez sans doute un calendrier de mise sur le marché de votre produit ou de distribution via le digital. C'est important que votre partenaire soit au courant de ce planning parce qu'il va aussi pouvoir vous répondre à un moment sur la faisabilité, tout à fait simplement, hein, sur la faisabilité de votre calendrier. Voilà. Enfin, le cahier des charges, il donne la part belle au périmètre technique et fonctionnel, en fait, ce que vous voulez offrir comme fonctionnalité à votre client ou à votre prospect. J'appelle un périmètre fonctionnel minimal, qu'on appelle aussi une MVP, Minimum Viable Product. C'est ce qui est absolument et strictement nécessaire pour que votre produit soit vendu sans fonctionnalité confort. Et optimal, jusqu'où vous voulez aller pour que vous soyez tout à fait content de votre projet. C'est important aussi de le découper de cette manière-là pour donner des indications à votre partenaire sur ce que vous attendez de manière stricte et qui va vous permettre de vendre votre produit. Rappelons-le aussi, c'est important de le dire, en e-commerce, l'objectif c'est de vendre du produit et donc intéressons-nous aux critères qui font que votre produit est vendu. Les premiers qui sont les plus abordables, c'est que votre produit s'affiche sur une page, qu'on puisse l'ajouter à un panier et que ce panier, ensuite, on puisse le payer avec un moyen de paiement. Ça, c'est une version très minimale d'un e-commerce.
qui peut vendre un produit. Voilà. Ensuite, si du coup, dans les cas spécifiques où vous êtes sûr de faire appel à une agence, indiquez-leur dans votre cahier des charges s'ils peuvent, s'ils doivent sortir du cadre que vous leur imposez en proposant d'autres fonctionnalités, en vous conseillant sur certaines choses. Et puis, ça peut être une approche bienveillante auprès de différents prestataires que vous allez solliciter, c'est les critères qui vous permettront de sélectionner l'agence parmi ceux que vous aurez sollicités. C'est quelque chose que moi je cite comme étant bienveillant parce que une compétition qui est faite en transparence via notamment les critères de sélection font que vos prestataires ensuite vont pouvoir mettre en avant leurs vraies compétences, savoir ceux sur lesquels elles vont devoir peut-être travailler un petit peu plus ou sur lesquels elles seront peut-être en retrait. Voilà. C'est très compliqué de résumer un cahier des charges, son besoin, ce qu'il peut contenir. J'ai essayé là de le faire. N'hésitez absolument pas si vous avez des questions à nous les poser. Il existe, enfin, là, je peux peut-être rajouter, il existe des modèles de cahier des charges que vous pouvez trouver sur Internet. Je vous invite à les regarder, à les télécharger. Ça peut faire des bons starters pour, voilà, au lieu de démarrer sur une page blanche, avoir un certain nombre de chapitres, une structure, et vous ayez juste à remplir les blancs, ça peut être une bonne idée. Faites simplement attention à choisir des modèles qui sont proches du contexte dans lequel vous avez votre commerce. Si vous trouvez un cahier des charges pour une boutique de prêt-à-porter, ce sera plus compliqué de l'adapter à votre activité, par exemple, de paysagisme, voilà, que si vous êtes un vendeur de prêt-à-porter. Alors, en termes de fonctionnalités que vous devrez lister dans votre cahier des charges, moi je pense qu'il était important là de faire un focus important parce que c'est une réflexion que vous devez avoir en amont. Et si vous faites appel à une agence web, on se posera la question d'ailleurs tout à l'heure hein, de la raison pour laquelle il faut le faire et si on peut le faire sans. Mais si vous faites appel à une agence ou à un prestataire, un freelance, finalement, j'irai même plus loin. Si vous mettez en place vous-même votre boutique tout seul et que vous la configurez tout seul, je vous invite néanmoins à vous poser sur papier, à vous poser la question quelles sont les fonctionnalités que vous voudrez présenter à vos clients. Ces fonctionnalités, en fait, c'est alors, j'ai listé les grandes thématiques ici, c'est typiquement ce que vous voulez déjà présenter à votre client en termes de contenu. Ce qui est affiché sur la home page, hein, donc la première page que voient vos clients quand ils arrivent sur votre site. Mais comment est organisé votre menu? Comment est-ce qu'on navigue dans le site? Est-ce que vos produits, si vous en avez plusieurs, sont organisés en catégories? Si vous avez des fiches produits, qu'est-ce qu'elles affichent? Quelles sont les informations primordiales pour votre produit? Est-ce qu'il y a des photos? Est-ce qu'il y a des vidéos, du texte, de la description, etc. Décrivez et listez les produits que vous avez, ceux que vous allez vendre sur votre site et donc leur nombre et leur complexité. Leur complexité, c'est est-ce que ces produits sont accompagnés d'options. Est-ce que ces options font varier un prix? Est-ce que, en fonction du produit que vous avez, il y a des associations avec d'autres produits qui sont indispensables? Et donc, on ne peut pas commander un produit sans en avoir commandé un autre. Voilà, réfléchissez à ces aspects-là et structurez cette information et posez-la sur le papier pour que vous ayez vraiment quelque chose de fixe. Expliquez aussi la manière dont vous voulez administrer votre boutique.
cette manière, c'est déjà qui le fera. Est-ce que vous serez, vous, aux commandes de votre boutique, ou est-ce que vous êtes accompagné d'un salarié dont le métier sera d'administrer les ventes sur Internet? Est-ce que vos produits, vous avez déjà une base de données dans un ERP, dans un outil de gestion commerciale? Est-ce que ces produits vont devoir être synchronisés avec votre boutique et vous n'avez absolument pas envie d'aller créer manuellement des produits sur votre boutique? Est-ce que les commandes, vous allez les gérer à travers votre boutique, ou est-ce qu'elles vont devoir être rapatriées dans un outil de gestion commerciale? Posez-vous la question de cette approche de l'administration de votre boutique, et sous le prisme du temps à allouer, de la ressource humaine à y allouer. Ça, c'est pareil, c'est très compliqué de l'aborder de manière rapide, et donc là, on est ouvert aussi aux questions, mais ça peut varier énormément en fonction de la technologie que vous employez, du produit que vous vendez, du nombre de personnes que vous êtes, du temps disponible aussi que vous avez tous les jours entre la production de votre produit ou service et l'administration. C'est un équilibre qui, en tout cas, doit être anticipé, discuter avec un interlocuteur, si vous faites le choix de le faire avec une agence, parce que ça peut aussi avoir un impact fort sur la réussite de votre boutique. Voilà, ensuite je listais peut-être le rôle d'un moteur de recherche dans votre boutique, parce qu'on peut avoir des moteurs de recherche qui sont orientés professionnels, où vous allez rechercher une référence et vous listez des références tout simples pour aller ajouter dans un panier, ou au contraire, un moteur de recherche qui va permettre à des gens d'exprimer un besoin, refaire mon gazon, et où vous allez pouvoir là proposer des résultats qui sont des produits ou des services qui vont répondre à une question peut-être plus large et pas forcément ciblée sur des produits. Quelles sont les informations que vous allez demander à vos clients, notamment des informations utiles et nécessaires dans la gestion de votre commande? On pense aux informations personnelles que sont le nom, le prénom, une adresse, mais il y a peut-être d'autres informations dont vous avez besoin pour vendre de votre produit. Là, le conseil aussi que je peux vous donner là-dessus, ne demandez que ce qui est strictement nécessaire, parce qu'on est aujourd'hui dans une époque où les informations personnelles, en tout cas les gens ont conscience de la valeur de leur information personnelle et seront moins enclins à donner une information si finalement elles ne savent pas pourquoi elle sera utilisée. Voilà, posez-vous les questions des modes de livraison et de paiement. Est-ce que votre produit, il est livrable? Est-ce que vous êtes capable de prévoir et de calculer un prix de votre livraison et présenter à votre client pour qu'il puisse déjà l'acheter? Les moyens de paiement, est-ce que vous êtes vous en capacité d'investir une partie de votre marge dans un moyen de paiement? On peut penser à la CB, par exemple, qui, au même titre qu'un TPE physique, comporte des commissions bancaires. Est-ce que vous avez votre capacité, une capacité d'investissement aussi sur votre marge commerciale? Si vous ne l'avez pas et que vous proposez uniquement des virements, est-ce que vous avez la capacité fonctionnelle, technique, d'aller vérifier la réception des paiements sur votre compte et l'association sur la boutique? Voilà, posez-vous la question en fait de ces modes de paiement et de livraison, non pas uniquement en termes de fonctionnalités offertes à vos clients, mais aussi en termes de capacité de gestion de votre côté. On peut lister aussi les méthodes de communication avec vos clients. Comment est-ce que vous voulez échanger avec eux? Est-ce que c'est par email, avec des outils de chat, avec des outils intégrés de questions et de réponses sur votre site? Comment est-ce qu'aujourd'hui vous discutez avec vos clients, ou par téléphone simplement? Parce que ça va avoir une incidence sur les besoins fonctionnels que vous aurez. Et enfin, les besoins marketing, je les ai exprès laissés très succinct, parce que ça pourrait presque faire l'objet d'un webinaire à part entière. C'est comment vous allez commercialiser votre produit et quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre pour les commercialiser.
Vous êtes un commerçant, futur e-commerçant, vous savez a priori déjà comment vendre votre produit à votre client. Là où vous avez sans doute besoin d'un conseil, d'un accompagnement, c'est cette technique de commercialisation, comment elle se traduit en fonctionnalité digitale, parce qu'effectivement, chaque approche, chaque produit, chaque rythme même de vente a son outil spécifique et sa manière de le gérer. Et ça, c'est effectivement les conseils aussi que peut vous apporter votre prestataire ou votre partenaire. Voilà, mais là, je vous invite déjà peut-être déjà simplement lister vos besoins marketing. Enfin, sur les aspects fonctionnels, et pour finir sur ce cahier des charges, posez-vous la question et décrivez-le. Décrivez les besoins d'interopérabilité, notamment avec ce que vous avez peut-être à côté déjà dans vos outils. C'est potentiellement un ERP, donc un outil de gestion commerciale, qui a peut-être déjà une base de produits, qui a peut-être déjà une base de clients, on pense au CRM, c'est aussi souvent dans les ERP. Vous avez peut-être déjà un outil de facturation qui souvent ont une petite partie ERP et CRM. On peut penser au connu en France qui est celle-ci. C'est un outil qui permet de faire des devis, des factures et de gérer aussi une base de clients et de produits. Est-ce que vous avez besoin d'interagir avec cet outil? Est-ce que vous avez besoin d'automatiser un certain nombre de choses entre votre boutique et ces outils-là? Je vous invite d'abord à vous poser la question et de décrire quelque chose, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, d'optimal, pour notamment au regard du temps ensuite que vous allez pouvoir allouer à différentes tâches. C'est pareil, vous pouvez avoir peut-être des outils de gestion de stock ou de logistique. Est-ce que quand vous vendez un produit sur votre boutique, vous allez interagir et intervenir manuellement dans votre outil de gestion stock pour savoir que vous avez un produit en moins, ou est-ce que ces deux outils doivent communiquer? Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser parce que, encore une fois, vous avez un temps donné et que les automatismes permettent notamment de garder ce temps pour d'autres tâches. Voilà. Et enfin, pour des outils marketing, on peut penser notamment à des outils d'emailing. Vous avez aussi la possibilité de les synchroniser, de les rendre interopérables. C'est une question que je vous invite aussi à vous poser. Juste une remarque. Là-dedans, on met aussi les logiciels de caisse pour les commerces qui sont en physique. Donc, il y a aussi une synchronisation des données avec un logiciel de caisse. Exactement, exactement. Typiquement, on peut penser à une boutique une boutique physique qui vendrait un certain nombre de produits sur des étalages. Vous avez un stock dans l'arrière-boutique qui permet de faire du réassort de vos rayons quotidiennement. Si vous ajoutez une boutique en ligne, que vous avez votre stock commun avec votre boutique, ce qui est le cas le plus fréquent, vous avez nécessairement besoin que votre outil de caisse soit synchronisé avec votre boutique, simplement parce que sur cet aspect stock, et on pourrait en lister effectivement plein d'autres, sur cet aspect stock, vous avez une unité de moins comme produit à vendre sur votre e-commerce et que du coup, là typiquement, là je parle d'un cas très simple et qui est très facile à comprendre, mais il est délicat de vendre un produit que vous n'avez plus physiquement et que vous ne pouvez pas vendre si vous le vendez sur Internet et que le stock en fait n'est pas connu. Voilà, mais donc l'outil de caisse notamment, si vous l'avez et que vous êtes en face de clients, c'est important aussi de potentiellement le synchroniser. Alors maintenant qu'on a abordé le cahier des charges, j'aborde là une question qui est très souvent systématiquement posée par les TPE et les sociétés qui viennent à notre rencontre.
c'est l'outil sur lequel vous allez monter votre boutique. La plupart du temps, on reçoit des gens qui sont déjà quasiment persuadés de l'outil qu'ils veulent utiliser parce qu'ils en ont discuté avec un certain nombre de personnes à côté d'eux, parce qu'ils ont des amis, des personnes dans leur réseau qui utilisent déjà un outil et du coup qui les persuadent que c'est l'outil optimal pour leur activité. Ce que moi je vous propose en premier lieu de faire, c'est de faire un tour de ce qui existe en termes d'outils et de technologies e-commerce pour que vous puissiez, l'espace d'une réflexion, vous prendre un petit peu de recul et vous poser la question de savoir si vous avez la bonne orientation. Une fois qu'on aura fait passer ça en revue, je continuerai de vous suggérer d'en discuter, notamment avec le partenaire, la personne, le prestataire que vous choisirez, parce que ce ne sera pas forcément ce que vous aurez pensé en premier lieu qui sera la solution idéale. Comment est-ce que déjà on s'y retrouve dans les différentes solutions qui existent pour faire du e-commerce? Il y a pour moi déjà deux grandes familles. La première, qu'on appelle SaaS, qui veut dire Software as a Service, c'est en fait un logiciel que l'on consomme comme un service. Ce sont donc des solutions qui sont hébergées par des tiers et auxquelles on s'abonne. On va aller contre rémunération régulière, utiliser l'outil. On peut penser au plus populaire aujourd'hui qui est Shopify. Shopify, finalement, vous allez sur le site de Shopify et puis vous commandez votre boutique et votre boutique est disponible là dans les quelques minutes qui suivent votre inscription. Et puis ça y est, vous commencez à remplir des produits, à changer le design du site, à créer vos moyens de paiement et puis en quelques heures, vous avez votre boutique. Vous n'avez donc pas pris possession de la technologie proposée par Shopify, vous ne l'avez pas transmise à quelqu'un pour vous l'installer et donc vous consommez ce service. Ça a des conséquences. C'est que déjà, vous ne payez que pendant que vous utilisez votre service. Alors, je le dis aussi d'ailleurs de manière assez radicale, vous payez quelque chose parce que j'ai tendance, moi, à être assez franc là-dessus. Je ne vous recommande pas les solutions gratuites de e-commerce qui, tant fonctionnellement qu'en termes de pérennité, ne sont pas à la hauteur, hein, les solutions gratuites. Et Shopify, par exemple, qui est aujourd'hui le plus populaire, c'est une solution qui va vous demander un pourcentage de votre chiffre d'affaires qui, dans des activités modestes, représente un coût abordable et qui permet d'aller tester une activité e-commerce quand on a notamment des budgets serrés. Mais allouez néanmoins un budget, faites-le parce que vous aurez entre vos mains un outil qui profitera d'équipes performantes derrière et de fonctionnalités performantes. Et c'est souvent du coup abordable. Donc, pour revenir à ce que je disais, l'intérêt du SaaS, c'est que vous ne payez que pendant votre utilisation. Finalement, vous ne voyez pas ça comme un investissement qu'il va falloir rentabiliser dans le temps ou amortir. Finalement, vous trouvez que votre activité n'est pas rentable, que votre stratégie de e-commerce n'est pas la bonne et que vous voulez peut-être vous retirer et recommencer plus tard. Vous arrêtez de payer. Certes, vous n'avez plus votre boutique disponible, mais vous pouvez décider d'arrêter de payer et les frais s'arrêtent. Je le disais aussi tout à l'heure, la mise en production, elle est rapide. Elle est en tout cas souvent plus rapide qu'une solution on-premise parce que
un certain nombre d'étapes préliminaires qui sont nécessaires dans les solutions on-premise sont déjà faites. Le système, le code tourne déjà et il est déjà accessible. Alors je dis souvent plus rapide parce que vous avez aussi des agences qui travaillent avec Shopify et qui vont passer un certain temps à vous configurer la boutique, à la personnaliser. Et ça, c'est aussi du temps que peuvent passer des agences. Et donc, une boutique en SaaS ne veut pas forcément dire immédiate, ne veut pas forcément dire que de manière instantanée, vous avez votre boutique. Et d'ailleurs, pour finir là-dessus, je vous recommande de ne pas y croire non plus si vous allez juste devoir faire un essai parce que vous allez vite vous rendre compte qu'il y a pas mal de configurations à faire pour que vous ayez quelque chose qui va aller. Alors je le disais aussi tout à l'heure, voilà, les coûts sont souvent plus avantageux pour des petites boutiques ou des proof of concept. Hein, donc si vous voulez tester quelque chose, tester un produit, une manière de lancer un produit sur le marché, c'est souvent les bonnes stratégies d'utiliser une solution en SaaS. Et enfin, vous avez du coup là un éloignement fort avec toutes les problématiques techniques que peuvent survenir sur votre boutique, parce que c'est très souvent les sociétés qui s'occupent de maintenir ces solutions, qui les gèrent, et souvent de manière transparente. Voilà, donc vous n'avez pas forcément à connaître, à identifier, à remonter un certain nombre de bugs ou de mauvaises fonctionnalités, puisque là, la société qui s'en occupe va le faire de manière transparente. À l'inverse, pour les solutions on-premise, l'intérêt, c'est que, et donc on peut citer celui, par exemple, sur lequel on est expert, qui est Magento, on peut citer Silius, on peut citer PrestaShop, vous verrez d'ailleurs qu'il y en a un petit peu plus. Ces solutions-là, en fait, c'est des solutions où vous allez télécharger le code et l'installer ensuite sur un hébergement, a priori, qui vous appartient. Là, l'intérêt, c'est que vous êtes libre d'abord des choix que vous allez faire sur votre infrastructure et vous détenez ce code, donc vous êtes libre aussi de faire des choix sur sa vie ou sa mort et son évolution. L'intérêt aussi, c'est que vous pouvez obtenir une parfaite adéquation fonctionnelle et technique avec vos besoins métiers. Vous allez pouvoir demander à votre agence ou à votre prestataire d'adapter une fonctionnalité déjà existante exactement à ce que vous avez besoin, contrairement au SaaS où très souvent vous aurez des fonctionnalités standards et vous allez devoir les utiliser dans ce cadre-là. Le point peut-être a priori négatif, c'est que ça demande un investissement souvent non négligeable. Mais voyez-le comme un investissement. Cet investissement, il est d'abord amortissable et surtout, votre boutique, ça devient un actif qui est valorisable pour votre entreprise. Contrairement au SaaS où vous arrêtez de payer, vous n'avez plus rien et le travail que vous avez passé, le temps que vous avez passé à bâtir votre boutique, si vous cessez de payer votre abonnement, votre travail est perdu. Contrairement à une solution on-premise que vous détenez et ça devient vraiment un actif valorisable pour votre entreprise, notamment capitalistiquement parlant. Voilà, je me rends compte qu'il faut peut-être un petit peu accélérer. Il y a une petite remarque quand même, oui, parce qu'on le met on met aussi souvent ce choix avec le choix de. Alors, tu parles d'actif. L'actif, il y a autre chose qui est un actif valorisable, c'est la marque. Donc, si vous prévoyez, si vous avez dans votre projet de déposer une marque, de travailler sur la valorisation d'une marque, a priori, je dirais que la solution on-premise, c'est ce qui est recommandé fortement. Oui, à terme, C'est sûr. Maintenant, c'est vrai que, alors même que je pourrais prêcher pour ma paroisse hein, et dire que finalement, il faudrait que tout le monde aille sur Magento, je pense que on peut avoir une stratégie tout à fait viable en démarrant sur une solution SaaS.
mais en n'oubliant absolument pas effectivement qu'on est dépendant de cette plateforme, d'où d'ailleurs aussi mon conseil d'aller vers des solutions majeures qui sont aujourd'hui répandues et sérieuses, comme Shopify, mais en ayant conscience effectivement que une étape devra être peut-être franchie à un moment pour, dans cette stratégie de marque, à un moment, créer de l'actif. Effectivement, maintenant, on peut citer des marques très connues qui ont une stratégie de commercialisation de leurs produits uniquement sur des solutions SaaS, notamment Shopify. Vous pourrez voir dans leurs clients des très grandes marques qui bâtissent leur stratégie commerciale en e-commerce sur du Shopify. Peut-être parce que la marque jouit aussi déjà d'une notoriété et qu'on a moins de risques effectivement à perdre cet actif-là. C'est Decathlon, je crois. Decathlon le fait. Par exemple, voilà. On a beaucoup de marques aussi américaines, de grandes marques américaines, parce que Shopify l'est, mais c'est une bonne solution, je pense, pour démarrer, mais qui doit rester, on doit rester conscient qu'on ne crée pas d'actifs et qu'à un moment donné, l'équilibre que l'on met, notamment en termes de charge de travail dedans, d'investissement aussi financier, il peut être valorisé et il peut faire partie de l'actif de l'entreprise, comptablement parlant, si c'est du on-premise et que peut-être qu'à un moment, effectivement, en fonction de cette quantité d'investissement, ça peut être intéressant, voire même nécessaire d'aller vers du on-premise. Bon, et puis, voilà, cette question-là, alors moi, vous avez peut-être vu que pendant les différents sujets, j'avais tendance à parler souvent de votre interlocuteur, de votre partenaire, de votre prestataire. En fait, j'ai du mal à concevoir la création d'une boutique sur Internet sans l'accompagnement de personnes qui sont au moins des personnes d'expérience sur le domaine, voire des experts du e-commerce. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut se remettre il faut se rappeler de quoi on parle. Vous montez une boutique qui est un outil commercial pour générer votre chiffre d'affaires. Au même titre que vous allez choisir un bon constructeur, un bon aménageur d'intérieur et une porte sur une porte palier qui ferme correctement pour votre boutique physique, si tant est que vous ayez ce projet-là, il faut choisir les bons prestataires et experts de leur métier pour le digital. Et ce n'est pas parce que c'est du digital qu'il faut y aller en étant moins disant ou en se disant que c'est peut-être plus facile. Parce que l'objectif, il est le même. Il est de générer du chiffre d'affaires, de dégager une marge suffisante pour qu'à la fin de l'année, vous existiez encore, que votre produit soit encore vendu et que potentiellement, vous puissiez encore investir. Pour ça, pour moi, dans une stratégie de création d'entreprise, c'est indispensable de s'entourer de gens compétents. Des gens compétents, par contre, peuvent revêtir des formes variées. Moi, je cite effectivement les agences web parce que j'en dirige une, mais ça peut être des freelances qui sont très compétents dans leur domaine. Ça peut être des petites équipes spécialisées ou des plus grandes agences. Toujours est-il qu'il faut vous faire accompagner, d'après moi, de partenaires. Au-delà de cette affirmation, pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Parce que vous gagnerez en assurance. Vous connaîtrez les délais de déploiement de votre boutique. Vous serez sûr que le déploiement sera fait et
vous serez sûr que votre prestataire ira au bout. Vous serez sûr aussi de votre budget et donc du prix que sera demandé par votre prestataire, contrairement au fait de le faire peut-être soi-même ou avec des amis ou de manière un petit peu plus bricolée, où vous n'aurez aucune certitude sur ni les délais, ni même le fait que votre boutique sortira un jour, et encore moins sur l'investissement, tant en prix qu'en temps, qu'il faudra y passer. Enfin, sur cet aspect-là de sûreté, c'est que les responsabilités seront maîtrisées. En faisant confiance à une agence, vous saurez s'il arrive quelque chose de non voulu, vous saurez déterminer les responsabilités. Et ça, c'est important aussi dans le cadre d'une stratégie e-commerce, parce que l'investissement que vous faites est primordial pour votre activité. Donc, il faut que vous puissiez avoir connaissance des responsabilités qui sont liées. Bien sûr, ensuite, le projet, il sera géré par un chef de projet. Vous aurez du coup un interlocuteur qui sera disponible pour vous. Vous aurez un partenaire qui sera fiable, qui vous accompagnera pendant toutes les étapes de votre projet et qui, a priori, s'inscrira dans une démarche d'accompagnement en pertinence, qui, en l'occurrence, s'il ne se désigne pas comme étant le plus à même sur un sujet, vous proposera de travailler avec d'autres personnes, avec d'autres agences spécialisées. Et enfin, si c'est une agence spécialisée e-commerce, elle connaît vos enjeux de e-commerçant et elle sait les prendre en compte dans tout ce qu'on vient de voir juste avant. Les délais, les prix, les responsabilités. Une agence qui est spécialisée e-commerce sait que vous êtes un e-commerçant et que vous avez des enjeux qui sont liés très fortement à votre activité. Il y a par contre des inconvénients, effectivement, c'est que choisir une agence, c'est souvent plus cher parce qu'il y a souvent plus de personnes qui travaillent sur votre projet et c'est souvent un peu plus long. Pourquoi? Parce que ces agences ont souvent plusieurs projets en même temps et parce qu'elles vont avoir tendance à faire le travail de manière complète et donc aborder certains aspects que vous n'auriez pas forcément abordés avec peut-être un freelance ou tout seul et que vous auriez sans doute remis au lendemain. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu plus cher, un peu plus long, mais vous avez là la certitude ensuite d'avoir une boutique e-commerce qui va au bout et qui contient les fonctionnalités dont vous avez besoin. Alors faites attention effectivement peut-être sur certains aspects administratifs, légaux. Je les aborde aussi là très rapidement. C'était aussi plus pour susciter des questions. Le e-commerce ne va a priori pas créer de différence majeure en termes comptables. Et vous allez discuter avec votre expert comptable qui sera très content de discuter de votre projet, mais qui ne vous imposera pas de choses particulières pour la manière dont vous allez comptabiliser votre activité. Parce que ce sont des produits et des services qui sont commercialisés et a priori, peu importe le canal. Je vous mets un point d'attention néanmoins sur la conformité des factures que vous allez pouvoir émettre, là cette fois-ci à vos clients. Les différentes plateformes de e-commerce, Shopify, Magento, notamment les américaines, peuvent, dans certains cas, émettre des factures qui ne seront pas forcément conformes comptablement ou même vis-à-vis du droit français. Et donc, valider ça avec votre partenaire, avec votre agence, synchroniser éventuellement votre boutique avec des outils de facturation comme celle-ci pour que la facture puisse être créée dans votre outil de gestion commerciale. Parce qu'il y a aussi un autre aspect, c'est, vous le savez sans doute, cette continuité de numérotation de facture. Une facture que vous faites sur le web, a priori, doit être la suivante que la dernière facture que vous avez faite, et normalement, peu importe le canal. Il y a ensuite des exceptions qu'on peut faire et on peut avoir plusieurs numérotations en parallèle, mais ça devient un petit peu plus complexe, notamment pour justifier ça auprès de l'administration.
faites rédiger et rédiger des CGV qui vous sont propres, qui sont spécifiques au web parce qu'il y a des règles, des lois spécifiques à Internet et au commerce sur Internet. Je pense notamment au délai de rétractation. Faites-les rédiger par un juriste, par quelqu'un qui est spécialisé, ou achetez des CGV spécifiques pour le web que vous faites relire par un juriste. Et pourquoi est-ce que j'insiste sur la partie juriste? C'est que vous allez, avec vos connaissances, pouvoir considérer que des CGV vous iront, et en fait, votre particularité métier, la particularité de votre produit, de votre service, va induire des besoins d'adaptation des CGV. Les CGV, c'est le contrat qui est tacitement signé entre vous et votre client lorsqu'il achète. Et donc, en fait, c'est important que ce contrat-là, il ne soit pas standard et retrouvé, récupéré, copié-collé sur Internet, parce que c'est un contrat qu'ensuite vous signez tacitement avec votre client au moment où il vous achète, et vous êtes lié à ce contrat-là qui est signé. Donc, c'est dommage de se lier à un contrat qui est standard et qui peut-être ne correspond pas à votre activité. Voilà. Et puis ensuite, les points d'attention liés aux aspects administratifs légaux, c'est au niveau de la production de vos produits, la méthode de livraison ou du SAV. Est-ce que vous êtes structuré pour le faire? On revient en fait à des choses que j'ai déjà abordées au début, mais qui va produire votre service ou votre produit, qui va le livrer, à quel prix, qui va gérer le SAV? C'est là 3 sujets qui sont les 3 premiers d'une longue liste d'aspects qu'il faut régler avant de démarrer pour que vous n'ayez pas de mauvaise surprise. Alors, c'était des points qui étaient, je les ai fait exprès dans ma présentation, très succinct, notamment pour susciter des questions. Alors, il n'y en a pas eu beaucoup. Alors, peut-être qu'ils ont été suffisamment précis. Alors, il y a une question quand même là, je vais essayer de l'afficher. Alors, on est juste sur une petite configuration un peu particulière aujourd'hui. Vous voyez qu'on est ensemble et qu'on partage le même écran. Alors, sur le site on-premise, si le site on-premise est un actif, peut-on le revendre? Question de Marion. Oui, alors c'est une bonne question qui va dans le sens de l'actif valorisable de l'entreprise. Finalement, si c'est un actif valorisable, il a une valeur, et un actif, comme tout actif d'une entreprise, peut être cédé. Et donc, oui, la réponse, c'est j'ai une boutique sur une technologie comme PrestaShop, Magento, je peux vendre ma boutique à un tiers contre une valeur. Cette valeur, ensuite, elle peut être monétaire ou avoir toutes les formes. En tout cas, elle est valorisée et donc elle peut être cédée. Elle peut être aussi cédée avec l'entreprise, puisque c'est un actif valorisable, il participe à la valeur de l'entreprise, et quand on revend son entreprise, la boutique que l'on détient vient s'ajouter à sa valeur, et donc on la vend avec. Ok, merci. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je vous ai également ouvert la possibilité de parler avec le micro, d'activer le micro. Vous avez normalement une icône micro que vous pouvez activer si vous voulez poser des questions par oral. A priori, je ne vois pas de questions. Je vais peut-être faire quelques remarques complémentaires Avec plaisir. sur la notion de cahier des charges. Alors, je vais un peu faire promotion de nos services, mais on est là aussi pour accompagner les entreprises qui se lancent sur la rédaction d'un cahier des besoins. Alors, nous, on utilise le terme de cahier des besoins. Alors, c'est proche de ce qu'a montré Jérémy, hein, effectivement, c'est bien de définir le projet, les objectifs, voilà, le périmètre du projet,
parler un petit peu de fonctionnalité, mais pas de rentrer dans la technique. La technique, elle sera abordée ensuite avec le prestataire qui sera retenu. La question du budget, peut-être qu'en fait, vous ne savez pas forcément définir un budget. Donc là aussi, nous, on est là pour vous aider, justement, par rapport à votre ambition, au chiffre d'affaires espéré, de vous dire, ben voilà, là, ça ne collera pas forcément au budget que vous avez prévu ou voilà, là, il faudra peut-être prévoir un peu plus, etc. Le budget, on le voit aussi globalement, Jérémy en a un petit peu parlé, mais souvent, on va penser au site. On va penser effectivement à voilà, notre site web, notre site e-commerce, il va être livré, on va pouvoir générer des ventes, etc. Mais il y a aussi souvent la partie promotion, la partie marketing digital. Donc ça, c'est aussi des dépenses qu'il va falloir aussi prévoir. Alors là, on a beaucoup parlé de site web, mais effectivement, c'est un budget qui, normalement, on vous le conseille, doit être prévu et doit être complémentaire de ce site web parce que c'est ce qui fera aussi que ça générera du trafic, de l'acquisition, du trafic et de la conversion, quoi. Donc voilà, on est là aussi pour vous aider. On l'a fait pour des entreprises qui font des créations de sites ou des refontes de sites. On rédige des cahiers des besoins. On va même plus loin, on va solliciter aussi des prestataires, parce que nous, on a des prestataires référencés à la CCI. On est capable d'analyser les offres, les devis et de vous faire une restitution. Voilà. Voilà, pour les entreprises qui ont déjà un site aussi, on peut auditer un site web qui existe, e-commerce notamment, pour voir ce qui fonctionne, ce qui pourrait être amélioré. Donc là, on a des outils aussi sur les parties, sur les aspects d'ergonomie, d'expérience utilisateur. C'est une notion qu'on n'a pas trop abordée, mais ça, c'est très important aujourd'hui dans le web et en particulier dans le e-commerce pour améliorer l'expérience client, générer plus de conversion, de vente ou de demande de devis. Les aspects de design, les aspects de référencement, les aspects de valorisation de l'offre. Donc, c'est tous les différents critères qu'on va auditer sur un site web. On a un outil qui nous permet d'être assez complet, d'auditer 90 critères. Voilà, en tout cas, on est là pour vous aider à formaliser votre projet avant ensuite avant de passer la main à un prestataire qui rentrera lui vraiment dans la partie plus opérationnelle et plus technique, quoi, de mise en œuvre. Tu le disais, pour des boutiques qui existeraient déjà et où on pense peut-être à chercher à optimiser, à améliorer, la démarche que j'ai proposée étape par étape de déjà écrire un cahier des charges, de se poser la question des fonctionnalités, de se poser ensuite la question d'une technologie potentielle et ensuite des limites que ça peut avoir. Finalement, j'ai presque envie de dire que c'est tout autant nécessaire quand on a déjà en fait sa boutique, parce que peut-être que si notre outil actuel souffre d'une inefficacité majeure, c'est peut-être parce que effectivement il y a un besoin fonctionnel qui n'a pas forcément été exprimé correctement, un besoin stratégique qui n'a pas été expliqué ou compris assez par les prestataires. Et donc revenir à cette étape-là de base, de reposer à nouveau sur papier les besoins, je pense qu'elle est pertinente aussi pour les boutiques qui existent déjà, avant effectivement d'aller bien sûr dans des optimisations ciblées de telle fonctionnalité ou de telle approche de marketing, quoi. Tout à fait. Il n'y a pas d'autres questions. Alors, je vais juste vous partager l'adresse mail de contact de la CCI, du pôle mutation digitale dont je fais partie. On est 5 personnes en tout aujourd'hui sur toute l'Alsace. Pourquoi? Parce que je le répète à chaque fois, à chaque webinaire, mais il existe des aides au niveau de la région Grand Est et au niveau de l'Eurométropole de Strasbourg, donc pour les entreprises qui sont sur une des communes, qui ont leur siège sur une des communes de l'Eurométropole, pour financer des projets numériques, donc notamment de la création de sites web, de la refonte, mais on est beaucoup plus large que ça. Ça peut être du logiciel de gestion, ça peut être dans certains cas du matériel d'occasion plutôt. Aujourd'hui, c'est ce qui est financé.
ça peut être des notions de sécurité, je veux renforcer la sécurité de mon entreprise. Bref, différentes typologies de dépenses et ça peut aller jusqu'à 6 000 € aujourd'hui, donc ça peut être intéressant. En général, à 50% des dépenses, donc ça peut être intéressant. Là, c'est sur des accessibles sur des critères d'éligibilité liés à votre chiffre d'affaires et à votre localisation géographique. Le mieux, c'est de nous contacter. C'est pour ça que je vous ai partagé l'adresse mail de la CCI pour qu'on puisse avoir un petit échange sur la nature de votre projet, de vos dépenses et vérifier ensemble l'éligibilité de votre entreprise à ces aides et ensuite vous expliquer les démarches de dépôt de dossier. En général, on va se voir pour réaliser un diagnostic de maturité digitale qui permet voilà, déjà de vous donner des premières pistes d'action. On élabore un plan d'action pour vous donner des priorités à mettre en œuvre dans votre projet pour la réussite de votre projet. Voilà. Et toujours derrière, on fera, vous êtes appelé à, vous devez faire appel à un prestataire et vous êtes évidemment remboursé sur facture acquittée voilà, après une prestation. Bah écoutez, je vous remercie. On a un peu dépassé le timing, mais je remercie les participants. Si vous avez plus de questions, bah, on va clôturer. Je remercie Jérémy pour son intervention de qualité, puis très complète. En fait, il n'y avait pas forcément grand-chose à ajouter, hein, je pense. Ben voilà, je vous dis à bientôt. Alors, on a un gros événement qui arrive aussi. Vous avez sûrement entendu parler de Biz & Buzz. C'est le festival du digital sur 3 jours, du 10 au 12 octobre en Alsace, à Mulhouse, à Bergheim, à Strasbourg et à Gounod. Et puis, il y a d'autres lieux également. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est vraiment dédié aux entreprises qui souhaitent se digitaliser, qui souhaitent avoir des informations et rencontrer aussi des prestataires. C'est l'occasion parce qu'il y aura beaucoup de prestataires qui seront présents, des professionnels du digital. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis les webinaires continueront le 19 octobre pour le prochain, qui sera très intéressant sur l'automatisation grâce aux outils d'IA et notamment ChatGPT. Voilà, donc on aura ce sujet-là. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Ok.